tous les mecs qui font des publicités sur les ads sont des gourous. Donc, exactement. Je serai un gourou. Moi, je sais que j'ai pas envie. Ça me fait déjà chier qu'il y ait des potes, des gens qui voient ma gueule, machin. La réalité, c'est qu'un excellent marketing et un sales moyen. Ça marche plus. Performera toujours plus. C'est parce que c'est le marketing qui va justement donner des points de vie au sales qui sera moyen. Prospect. Tu es en train de voler, t'es en train d'appeler des gens sur un perso un dimanche. Tu fais que des trucs où t'as pas le droit de faire. Déjà moralement et légalement. On est parti, Poivre et Sales, épisode 6, avec les irréprochables, les irrésistibles Jed et Gus, et surtout les affreux Jed et Gus. Comment vous allez? Pleine forme. Pleine forme, très chaud de vous retrouver tous les trois. Trop content de vous retrouver, vous m'avez manqué les gars. Franchement, vous m'avez remplacé une fois, franchement, plus jamais. Vous m'avez trop manqué. Oui, bah alors attends, parce qu'entre temps, il y a un épisode qui va sortir où t'es encore dedans, mais c'est vrai que au début, on était parti sur un rythme à 1 par semaine, si on vous dit tout, et puis on s'est dit, allez, 1 toutes les 2 semaines, et donc, on a de l'avance. On s'est un peu reposé sur nos lauriers. On se voit de moins en moins, du coup, on a pris trop d'avance, là où on était dans la merde au début. Donc voilà, bienvenue dans le PMU pour tout le monde. Comment ça se passe là, ce début d'année pour vous? Sportif, hein. Putain, sa mère, ça part dans tous les sens, des grosses journées. Là, à Kiro, ça y est, on est sur la dernière ligne droite pour le sortir d'un point de vue paperasse, donc c'est top, c'est trop cool. Des gros lancements de clients aussi qu'on a plutôt bien réussi sur ce mois de janvier, donc ça c'est cool aussi. Des gros blazes, et puis d'un point de vue perso, je pars à Turin dans 2 jours pour un autre Irox. Another one, comme dirait DJ Khaled. C'est ton premier ou ton deuxième de l'année là? C'est mon premier de l'année. C'est le premier de l'année là? C'est le premier de l'année où il faut poser les balls. Donc là, clairement, on va aller chercher un gros truc. Tu vises quoi comme perf là? 55. 55, t'es en duo ou t'es seul? Là, on est en duo pro. À deux. On est en duo pro et on a fait 56 il y a 1 mois à Gand, en Belgique. Donc là, on aimerait bien gagner 2 minutes. Ça se fait. Tout se fait. Tout se réalise. Non, mais c'est chaud, mais bel objectif. Jed, et toi Jedito? Franchement, c'est abusé, là, le début de mois de janvier. Mais franchement, on se régale. Je pense qu'on se régale tous. Un mix de coaching, de cold call, donc beaucoup avec le père Gus. Genre, littéralement, j'ai Augustin, je pense, 4 fois par jour. Vraiment, c'est exceptionnel. Et non, franchement, c'est trop bien. Beaucoup de création de contenu. En ce moment, on cherche ce qui fonctionne un peu. Et surtout, un vrai kiff sur les podcasts, que ce soit avec vous, avec le père Basile. Donc, non, pleine forme. Et je sens qu'il y a de la bonne traction sur le début de l'année. Donc, on va essayer d'en profiter. D'ailleurs, on est disponible partout, messieurs, dames. Donc, pas que en voyant nos têtes. Donc, mettez des reviews, mettez des 5 étoiles. Et vous pouvez juste nous écouter si vous supportez pas nos têtes de Mongol. Spotify, Deezer, Apple Podcast, toutes les plateformes de streaming. Donc maintenant, ça y est, vous pouvez y aller. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Likez si vous n'avez pas liké. Commentez, dites-nous ce que vous en pensez et ainsi de suite. On va vous le répéter de plus en plus. Parce qu'au départ, on est parti un peu à l'arrache. Bon, c'était famille, etc. Machin, on balançait les trucs sur YouTube. Maintenant, on va commencer à vous menacer un petit peu. Donc, mettez le petit abonnement à la chaîne et le petit like. Ça nous aide beaucoup et ça nous permet toutes les semaines d'avoir de nouveaux invités comme à chaque fois. C'est le seul podcast, les gars, où il n'y a qu'une équipe et ça bouge pas, l'équipe elle est là. Restez connectés parce qu'après on va louer le Grand Rex et on fera une projection là-bas au 7e épisode, 8e, on verra bien. On va faire le Tour de France avec tous les invités que vous connaissez. Star 80, Star 80, la ref elle est terrible. Je pensais à légende, genre on va faire le tour avec Philippe Boxo, il y aura un pilote d'avion, d'hélicoptère Tigre. Ça c'est ouf de faire un tour de légende. Bon bref, c'est pas le débat mais... Ouais, c'est pas le débat, mais bon. Comment il va le père Jules sur le début d'année? C'est vrai que tu nous poses la question, mais toi là. Mais moi je vais bien. Alors, j'ai enchaîné des espèces de vieilles maladies, je vous avais dit là, des grippes, des machins, des trucs. Ça m'a mis à 0, mais là je vais beaucoup mieux. Déjà des petits voyages qui ont été faits, des petits kiffs. Le petit Berghain
qui va bien, qui m'a pas aidé non plus. Hein. C'est ça qui m'a un peu remis dans le jus niveau maladie. Je vais pas. Bergen, pour expliquer à l'audience, parce que Jules part du principe que tout le monde connaît, c'est un club emblématique à Berlin, un club techno principalement, et c'est très compliqué. C'est réputé comme l'un des clubs les plus compliqués à rentrer. Avec Sven, le fameux non pas bodyguard, comment on dit en anglais Physio. Non, on dit pas bodyguard. On dit pas bodyguard en tout cas. J'ai pas dit bodyguard, j'ai dit bodyguard. Physio, comment on dit physio en anglais? Physio, mais tu peux le dire en français. Hein, on n'est pas encore à l'international. Ouais. Moi je veux que Poivre et Sel touche partout. Hein. Paper and Sales. T'emmerdes pas. Mais ouais, donc ça m'a un peu mis dedans, mais c'est pas grave. C'est top. Et là, ouais, bien serein. Je sais pas, même quand ça met du temps à démarrer, etc. Maintenant, je suis serein sur l'équipe, je suis serein sur ce qu'on est en train de faire. On a un funnel sur YouTube Ads qui tourne de plus en plus et qui a des super résultats. Donc très content parce que ça nous permet aussi d'avoir plus de prévisibilité. Donc les ads qui tournent, on a plein de chantiers en même temps et je suis content là du rôle en tout cas que j'ai en ce moment et du taf que j'ai à faire parce que j'ai 20 conversations WhatsApp toute la journée que je viens traiter comme ça avec plein de personnes, plein de prestats, des rapprochements, des trucs, etc. Et ça me va bien. Donc un travail beaucoup moins de l'opérationnel, mais je sais pas, je sens qu'il se passe un truc. Tu kiffes. Ouais, t'aimes bien cette dynamique quoi. Ouais, j'aime bien cette dynamique, j'aime bien le podcast qu'on fait, même si on fait pas c'est pas des scores non plus, on remplit pas des stades, mais ça ne saurait tarder. Et surtout, on est parti pour le Poivre et Sales, épisode 6. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Vous connaissez le principe, on a l'ardoise du jour, ardoise en flux tendu, produits locaux, systématiquement des nouveaux sujets toutes les semaines. Donc la petite humeur du jour, on vient de la faire, on aura l'entrée, on va parler des conférences, puisque je sors d'une conférence sur laquelle j'étais invité en tant que speaker il y a 4 jours. Je crois que vous aussi, vous avez des petites actualités du côté des conférences, donc on va en parler. Est-ce que ça nous a plu? Est-ce que c'est un bon exercice? Qu'est-ce que ça nous apporte? Est-ce que ça fait stresser ou pas une conférence et ainsi de suite? On va vous en parler en entrée. Le plat, donc le gros débat du jour, le marketing pourrait-il devenir plus important que la vente? Gros sujet, on voit qu'il y a des changements à ce niveau-là. Vous allez voir, on aura des petites anecdotes sur ce sujet-là. Marketing ou vente, qu'est-ce qui est le plus important et surtout, qu'est-ce qui fait le plus gros effort aujourd'hui de conversion derrière pour transformer les prospects en clients? Le dessert, Jed qui a vu le film Gourou avec Pierre Ninet qui parle du coaching. Donc on s'est dit qu'il y avait un pont intéressant à faire sur le dessert. On parlera, est-ce que ça t'a plu, Jed? Est-ce que ça t'a déplu? Moi j'ai vu des interviews juste de Pierre Ninet qui en parlait. Il est partout. Déjà des petites choses qui des petites choses qui m'ont un petit peu irrité. Merci Jules. Là-dedans, simplement dans l'approche assez simpliste du truc. Mais pourquoi pas? Et l'addition qui va prendre tarif cette semaine. Je vous dis juste un détail. Elle est incroyable. Il y a eu un espion chez nous. Et c'est 000. Il n'y a pas de 007. Il n'y a pas de c'est triple 0. C'est voilà. Je vous en parlerai plus tard. On est parti. Alors. La petite entrée. Conférence. Je sais que vous en aviez fait une il n'y a pas longtemps de conférence. On en avait un peu parlé. Où Gus a mis un plan, je crois. Il est tombé malade, Miskin. Il est tombé malade. Je suis tombé malade, espèce d'enculé. Et Gus a mis un plan, genre. De base, je devais la faire. J'ai mis Jed dans la boucle. Mec, moi, j'étais pas dans l'histoire. Et Jed, il était pas. C'est moi, j'ai dit frérot, viens, on fait une conférence à 2. Et puis, je suis tombé malade. Tu sais que Gus, c'est la plus belle passe D de ma vie, premier degré. Ouais, mais je le dis en public, frère, c'est la plus belle passe D de ma vie qu'on m'ait faite. C'est Bob le bricoleur qu'on l'appelle dans le milieu, mais vas-y, c'est vrai, Jed, parle-nous-en un peu de cette conférence que t'as donnée. Ouais, mais c'est une passe D de Skelésia quand même, si on remonte même à la base. On est le patient zéro de pas mal de choses. Ouais. Même le Covid, c'était nous. Bélec, pas ouf de dire ça. On va se faire sauter, merde. Bon, bah voilà. Juste pour ça? Pour le Covid? Arrête ta gueule. Non, mais pour toute maladie qui aurait démarré en Chine. Si tu peux nous biper ça juste, comme ça au moins c'est pas le bordel, tu vois, parce que il y a des mots qu'on peut plus dire, donc voilà. Tout à fait.
Mais non, ouais, super conférence. C'est parti de Skelesia qui a fini chez Augustin. On devait la faire à deux parce que le délire est trop cool d'être à deux sur scène. Et je me suis retrouvé à la faire solo parce que le père Gus était malade. Mais trop bien, 50 dirigeants et parler de la prospection et du rôle des dirigeants. En vrai de vrai, mec, j'appréhendais de ouf. Je sais pas vous comment ça s'est passé de votre côté les prépas. Moi, j'appréhendais et en même temps une espèce de sérénité avant de monter sur scène. Genre assez inexplicable. Jules, je suis grave chaud d'avoir toi parce que toi, il y avait encore plus de gens. Moi, pour le contexte, il y avait une cinquantaine de personnes. On était dans un petit théâtre à Avignon. Donc, scène plutôt cool. Tu vois, petit théâtre, tapis, enfin, un truc rouge derrière. Et non, j'ai kiffé l'interaction. Je me suis pris pour Gad Elmaleh premier degré. C'est-à-dire que quand j'ai eu le micro en main, c'est ça ton réflexe. Mais c'est exactement ça, man. C'est-à-dire que vraiment, à un moment donné, je me suis dit, quand l'humour, c'est plus fort que tout le reste, tu vois. Et donc, du coup, trop bien. Mais il y a pas, enfin, je trouve qu'il n'y a pas de sensation comparable à une foule qui réagit à ce que tu fais. Et on n'est pas des artistes au sens propre, mais du coup, on touche un petit peu ce truc-là. Pour moi, t'es un artiste. Arrête, tu te gâches. Moi aussi, mais dans des, tu te gâches, gamin. Tu te gâches, mon grand. Arrête. T'as un potentiel que tu ne te vois même pas. Voilà, arrêtez, ça c'est dans le film Gourou, tous ces trucs-là. Et bref. C'est nous. Et donc bref, gros kiff et surtout ce dont on peut se rendre compte, c'est que c'est un gros vecteur de business quand même pour garder les pieds sur terre. C'est que moi, il y a eu 50 dirigeants et j'ai reçu genre 7-8 messages sur LinkedIn derrière de ah c'était cool, intéressant. Derrière, ça va aboutir à des déj, à des propals. Donc bon, l'exercice est incroyable et curieux de savoir. Quand on peut bouffer, toi, si ça aboutit à des Gus, franchement, mais dis-leur, je suis en losing weight de l'espace. C'est exceptionnel. Et cet épisode qui rentre, je vois pas ce qui sort, donc. Ah non, mais c'est exceptionnel. Je suis à la pomme, mec. Je suis à la pomme. Ah, mais si t'en bouffes 10 sur l'épisode, gros, tu manges quand même pendant tout l'épisode. Mais non, bref, conférence de ouf. J'ai adoré. En plus, c'était capté. Toi aussi, je pense, Jules, ça a été capté. Non, il y avait des caméras. C'était capté. Ouais. Et moi, ça sort sur YouTube en plus prochainement. Donc ça, c'est top ça. Sur ma chaîne. Donc curieux d'avoir le retour des gens. Et toi, Jules, même Gus, là récemment, t'as fait, même si c'était sur de la compagnie, je crois. Est-ce que vous aviez le track? Moi, c'est une vraie question. Genre honnêtement. Moi, tu l'as toujours. Ça a été pareil, une expérience. Alors assez vénère. Il y a plusieurs choses pour moi qui ont été assez. Mais du contexte un peu. Assez énervé. Donc séminaire international de la performance commerciale. Donc déjà il y a le côté international où tu as des mecs qui viennent un peu à droite à gauche. Dans les intervenants, donc on est 6, il faut savoir qu'il y a un mec qui est le mec que j'ai suivi depuis toujours sur la partie vente, qui est un Australien qui est je vois en tant que speaker justement sur ce séminaire-là. Donc forcément petite pression. Troisième petite pression, c'est que c'est pas une conférence qui est gratuite, c'est pas quelque chose où les gens ont été invités. Le ticket d'entrée était à 200 € et le ticket max était à 1200 € quand même pour la conférence. Donc ça rajoute quand même une pression, c'est-à-dire que t'es pas là en mode tiens, je suis au salon de l'agriculture, je fais une petite animation, on vend des sauciflards ou des trucs comme ça. C'est pas genre il y a des gens qui se sont passés, ils t'écoutent, ils s'assoient 30 minutes. Les gens ont payé, les gens se sont déplacés surtout de loin. C'est pas quelque chose qui était local puisque les gens venaient de plein d'endroits en France, voire même de l'étranger. Donc ça forcément, ce qui met une pression, c'est le côté externe de te dire t'as pas envie de décevoir les gens. Au-delà de ça, la plus grosse pression que j'ai eue, c'est que la semaine que j'ai eue, la veille, enfin la semaine d'avant, le week-end d'avant, j'étais à Berlin, j'avais toujours pas traité encore le sujet de la conférence. Donc lundi matin, moi je me réveille, je suis à Berlin. Voilà, la conférence c'est le samedi. J'ai pas commencé le truc, je suis fracassé, je commence à me sentir malade, j'ai pas travaillé une slide, j'ai pas fait un truc. Donc ça, comme souvent, la petite pression arrive de là. Une fois que j'ai commencé à mettre dedans et que je savais ce que j'allais dire, parce que en fait, j'avais pas un manque d'inspi, j'avais l'inverse. Et j'arrivais pas à composer avec tous les trucs dont je voulais parler pour qu'il y ait une narrative cohérente. C'était sur 1 heure la conférence. Et au final, quand tu arrives, pareil, tu vois, il y avait des conférenciers de métier aussi qui passaient
qui passaient avant. Et au final, ça s'est hyper bien passé. J'ai été super bien accueilli. C'était vraiment top. Les gens ont adoré. J'ai eu plein de retours, hein, que ce soit en direct sur l'événement, parce que je suis resté toute la journée pour discuter avec les personnes et ainsi de suite. Et après aussi sur Instagram, sur LinkedIn, j'ai eu plein de bons retours. Ils me réinvitent aussi. Ils veulent réorganiser un séminaire au Maroc cette fois. Et ils veulent me réinviter sur cette partie-là. Donc on verra comment ça se passe, comment je le fais. Moi, ça m'a mis une contrainte aussi. Ça m'a obligé à préparer une conférence et donc à préparer quelque chose comme ça. Là où je suis plus... J'aime bien l'impro, j'aime bien quand on me pose des questions et ainsi de suite. Mais 1 heure, il faut quand même que tu aies une narrative. Et pareil, bon, après les petites blagues et compagnie, on connaît, hein, de toute façon, ça c'est plus fort que nous. Donc voilà, mais franchement, c'était génial. Donc oui, il y a une capta. Étant donné que c'était un événement payant, est-ce qu'il y aura une capta qui sera distribuée de manière gratuite? Je sais pas, peut-être des extraits. Voilà. Ok, non mais Ça, hâte de voir ça. je vous mets un tunnel comme ça en entrée de podcast. Plaisir quand même. Ouais, ça fait 1 an et demi que tu parles, mais on t'aime bien, t'inquiète. Et toi, mon père Gus, c'était la semaine dernière, toi, c'était tout frais. Ouais, semaine dernière, j'ai eu du coaching plus de la conférence. Moi, j'aime bien varier les deux parce que c'est 2 formats qui sont totalement différents. Même si c'est toi qui es le speaker, à chaque fois, tu as des retours qui sont différents. J'ai toujours ce petit trac et je pense qu'on l'aura tout le temps. Étant donné que c'est l'inconnu, tu sais pas comment ça va répondre en face, que ce soit un coaching ou une conférence, tu sais pas si ça va bien prendre, tu sais pas si tes blagues elles vont passer, tu sais pas si tu vas passer pour un con. Mais à chaque fois, tu as le moment où toute la pression redescend une fois que tu as fait la conférence ou le coaching, où tu es OK. En fait, finalement, ça s'est bien passé. Et moi, c'est vraiment ça ce qui me rassure à chaque fois. C'est tous les messages que tu reçois derrière. Merci pour la formation, c'était là. OK, je pense que j'ai fait mon taf, là, c'est plutôt cool. Donc, ouais, après, c'est pas une mauvaise chose, tu vois, non. Après, c'est sûr que l'inconnu, il est... Il est vénère, même tu vois, les micro-casques comme ça. Moi, j'avais jamais eu les micro-casques en mode moi, j'étais comme ça. Moi, j'étais comme ça. Moi, j'avais le micro-pied, enfin micro. Et tu sais, ouais, mais du coup, tu te sers de tes mains, toi, Jules, du coup, libre. Alors, tu te sers de tes mains, mais j'avais une angoisse. Tout le truc où j'étais dans le public en train d'écouter les mecs d'avant, c'est que niveau technologie, comme tout ce que je touche se transforme en merde en général. Non. Le truc pour passer les slides là. Je savais pas. Je me suis dit, bon, il doit y avoir 2 boutons, un truc pour aller à gauche, un truc pour aller à droite. Ça doit passer, tu vois. Ça doit être ça. J'avais jamais trop testé ce truc-là. Et là, il m'introduit sur scène et il me passe la télécommande. Je regarde le bas, et là, il y a un bouton. Mais du coup, les slides, elles doivent aller dans 2 directions si tu veux revenir sur un truc. Et je suis là, j'ai un bouton. Je suis là, vas-y, relouté. En fait, je me mets des coups de pression pour des trucs qui n'ont aucun sens, tu vois. C'est l'histoire de la vie, ça. De voir le micro-détail qui va te fumer pour le reste. Moi, ce truc, pour les slides, t'es sur scène, tu fais... Ah, bâtard. Je peux pas lui demander. Et du coup, au final, tu faisais comment pour retourner en arrière? Tu vas tout droit. Lui, tu vas, Denzel, Unstoppable. Voilà. Tu sais non, mais ouais, franchement, c'est un exercice qui est kiffant, mais moi, c'est souvent ça aussi, la transition, parce que du coup, tu sais pas si tu dois alourdir avec des slides derrière. Moi, j'aime vraiment bien aussi interagir avec le public, donc là, parler tout seul pendant 1 heure. Moi aussi, ouais, ça, c'est ce qui manque à chaque fois sur le format conférence. C'est, moi, j'aime bien poser des questions, j'aime bien si tout le monde est avec moi. Et format conférence, c'est vraiment, tu y vas, pendant 1 heure, 1h30, tu parles. Donc, je préfère quand même le format de coaching, même si la conférence, tu peux toucher plus de monde et tu peux vraiment prendre un sujet, une verticale et en parler. Donc, ça, j'aime bien aussi. Ouais. Après, Jules, il fait les zéniths, hein, donc il y a trop de monde. Ouais, Jules, il a fait quoi? Tu vois ce que je veux dire? Grand Rex. Ouais. Moi, j'ai sauté dans la foule et tout à la fin. Il a fait un slam. Vraiment, la foule, elle l'a porté comme ça et tout. C'était fou, les gars. C'était fou. Ouais. Non, mais par contre, après, c'est vrai que j'aime bien jouer avec le truc, mais il faut pas tomber non plus, tu sais, dans le conférencier à l'ancienne qui est là. Il y en a déjà, levez la main, si, tac. Genre, quand le mec, il fait ça toutes les 2 minutes et tout. Ouais, en fait, le problème de certains conférenciers, je trouve, qui sont un peu à l'ancienne, c'est ceux qui ne fonctionnent qu'à l'énergie, tu vois, mais c'est vide derrière. Et donc ils sont tout le temps là, ouais, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, tac, tac, tac. Bah, ça c'est du stand-up. Ouais, voilà, tu vois. Mais attends, t'en as beaucoup, hein. J'ai déjà vu des conférenciers où le mec, t'es là, ouais, bon bah mec, c'est pour nous expliquer des trucs, on s'en branle, tu vois. Enfin, travaille un peu plus le fond, tu vois, et laisse-nous tranquille sur la forme. Mais là, la qualité des intervenants était vraiment très cool. Il y avait, sauf toi, du coup, je suppose. Enfin, il fallait un pourcentage de... bien évidemment. Ouais, pour faire une moyenne, je comprends. Note. C'était pour les quotas. Il fallait une fausse note. Bon, étant donné que c'est en train de tourner au vinaigre pour moi et que vous commencez à me casser les couilles, courir sur le haricot.
on the haricot. Qu'on va faire, c'est qu'on va passer au débat de la semaine. Le marketing pourrait-il devenir plus important de la vente que la vente? Est-ce que le marketing est déjà plus important que la vente? On est parti, c'est le plat du jour, c'est le débat du jour. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Le marketing est-il ou est-il en train de devenir plus important que la vente, si jamais on pouvait les comparer? Jed, je te laisse l'apéro ou j'y vais? Non, mais en bon Gilles Verdès de l'émission, je vais donner mon avis. Mais bizarrement, moi j'ai changé d'avis depuis. Gilles Merguez. Ah, Gilles Babouche. Gilles Ça, c'est raciste. Ouais, De dire ça, c'est raciste. alors que merguez, c'est normal. C'est non. Oh, il y a Non, des mais moi, merguez, gars, il y a du une rime. Cantal. Non, Oui. mais il y a une rime. Lui, il a dit quoi? Il a dit Gilles Babouche, gars. Genre, il n'y a même pas de blague. Non, C'est mais. gratuit. Genre, franchement, pour rester un peu sérieux, moi avant, je pensais que la vente était au-dessus de tout. Et j'ai du mal à revenir. Allez, is no good. Et- Vas-y. Ouais. Ça, En c'est fait, raciste. Je vais être c'est qualif hyper à la place du. C'est même pas ma région. C'est raciste, pas bon. Is en no géo. good, c'est pas une région, Jed. Mais t'inquiète. Comment Voilà. Tout ça pour dire, qualif à la place du calife. Le marketing, moi je pense que ça prend de plus en plus de place en vérité. Et Jules, quand tu as fait ton intro, tu as dit un truc hyper intéressant, c'était lequel est le plus pertinent et commence à être de plus en plus pertinent pour la conversion. Et moi j'ai l'impression que le marketing fait un vrai travail de chauffe, que peut-être la vente vient terminer quand il y a bien sûr dans tout un process un vendeur. Parce qu'aujourd'hui on se retrouve avec des tunnels de vente où parfois il n'y a plus de vendeurs, enfin il n'y a plus de sales. C'est VSL, tu cliques et tu t'engages. Donc ça dépend de ton cycle de vente. Mais nous qui créons du contenu, on se rend compte aussi à quel point le marketing, ça prend une place de fou. Et moi qui n'étais pas... j'ai pas été renseigné là-dessus, j'ai pas été éduqué là-dessus, j'apprends. Et en fait, c'est vraiment surpuissant le market. Et je pense que tu peux scale plus facilement le market que le sales. Si jamais je dois donner un petit avis comme ça. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, en tout cas, un effort marketing aura un impact démultiplié par rapport à un effort commercial. L'effort commercial, il est toujours linéaire. Tu ne peux que parler à un seul interlocuteur one-one, à moins que tu fasses du one-to-many, que tu fasses des Webi et compagnie. Mais c'est du market presque déjà. C'est presque du coup du market. Mais par contre, l'effort est toujours one-one et donc est linéaire. Là où par contre, du marketing, un contenu, un use case peut avoir un impact qui est effectivement démultiplié. Pour moi, sur ce sujet-là, c'est un peu l'équation de est-ce que vaut mieux un excellent marketing et un sales moyen ou est-ce qu'un mauvais marketing et un excellent sales? La réalité, c'est qu'un excellent marketing et un sales moyen, Ça marche plus, mieux. performera toujours plus que... Parce que c'est le marketing qui va c'est parce que c'est le marketing qui va justement donner des points de vie au sales qui sera moyen. Ouais. Et voilà. Et le sales moyen pourra, le sales moyen pourra se cacher derrière le marketing. Alors que tu vois. Non, mais disons que un lead de merde, c'est un lead de merde. Tu vois ce que je veux dire? on n'est Et que pas t'as des beau être un super sales, tu peux pas le transformer. Alors qu'un super lead, le mec est tellement chaud que même si tu lui vends une paire de 38 alors qu'il fait du 37, ça va le faire. Puis t'as aussi t'as une maturité en fait. Si là c'est 0 de maturité, là c'est 100% de maturité, tu vois. Si t'as une ligne, la réalité c'est qu'il y en a qui arrivent à 80% de maturité et donc t'as plus qu'à faire les 20%. Plus le mec ou la nana, le prospect ou la prospecte et au début de cette ligne, et au début de cette ligne, et donc plus tu vas devoir faire un effort commercial pour toi le faire avancer. Là où on est. Putain, tu spoil mes posts LinkedIn, quoi. Combien de fois, Jed, on en parle aussi, où c'est notamment la force de la création de contenu, que tu fasses, que toi tu sois à ton compte ou dans une entreprise déjà, c'est une phrase qu'on entend tous les deux, et je suis sûr que toi aussi avec la partie Scalezia, tu l'as déjà entendu, c'est putain, j'ai l'impression de te connaître, putain, j'ai l'impression de vous connaître. Mais on en parlait cette semaine. On en parlait cette semaine justement. Et derrière le call que tu fais, mais c'est du pain béni, t'es en chausson,
parce que limite c'est lui qui va te le dire. Non mais c'est bon, t'inquiète, dis-moi juste ce que tu fais, de toute façon je sais ce que tu fais, il me faut juste le prix et derrière on avance sur la partie tarifaire. Et en fait derrière t'as tellement fait ton taf pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois avec la création de contenu, bref avec tout ce que t'envoies, qu'on fait derrière l'appel de découverte, mais c'est d'une simplicité, c'est hyper simple en fait. Mais c'est pour ça que le rôle du sales, c'est de faire sa propre propagande aussi. C'est ce que je disais pendant la conférence, j'en parlais, c'est tu dois créer toi ton propre écosystème parce que en tant que sales, t'es une entreprise à la seule différence que tu délivres pas de produits. Mais sinon, ton salaire est directement lié à ta performance comme une entreprise. T'as une personal brand là où une entreprise a une brand, et c'est pareil. Et tu dois vendre un produit. Donc exactement pareil. Et plus t'as un écosystème et plus t'as de réseau, et plus ça fonctionne pour toi. Donc la réalité, c'est que même avec un marketing qui est bidon, tu vas quand même pouvoir impacter légèrement cette chose-là par rapport à ton autorité personnelle en tant que sales. J'ai 2 points à dire. Là, Jules, tu lèves un truc hyper puissant, c'est que les cabinets de conseil, les ESN, les commerciaux, ils sont payés à ce qu'on appelle au PNL, au bilan et au compte de résultat. Parce qu'en fait, on considère que ce sont des entreprises à proprement parler. Ils ont leurs propres charges et ils doivent se débrouiller grâce au marketing plus global de la boîte pour exister. Donc c'est même le système de REM et de vision qu'on a du sales. C'est OK, combien tu m'as coûté? Je sais pas, t'es allé faire des déj avec tes clients, t'as acheté un nouveau costard, t'as besoin de te représenter et tu m'as fait rentrer XY. Donc il y a vraiment un bilan proprement parlé alors que vous êtes membre d'une structure. Et pour faire l'avocat des anciens business, parce que là nous on parle beaucoup de digital, mais moi j'ai appelé pas mal d'entrepreneurs en vendant des sites web à l'époque qui me disent moi, le site web et le marketing, c'est pas mon truc. J'ai un mec sur le terrain qui connaît sa zone, etc. En fait, le sales, il est utile aussi quand le marketing touche pas sa cible. C'est là où ça dépend forcément du secteur et de l'audience que tu vas aller taper. Ouais, tu prends les secteurs de l'industrie, tu vois, tu prends les secteurs vraiment tertiaires même. Même agricole. Même agricole, oui, bien sûr, on peut tous les faire, tu vois. Mais ça, c'est là où ça, c'est faux. C'est juste qu'ils sont pas matures là-dessus et qu'ils se rendent pas compte de l'impact que ça pourrait avoir. C'est juste qu'ils se disent, bah, ça fonctionne comme ça, mais est-ce que ça pourrait pas fonctionner x10 avec du marketing dessus? Bien évidemment. Il y a du marketing qui est fait sur ces trucs-là. Et le marketing, la notoriété, la visibilité, les partenariats, c'est un marketing qui est moins digital, moins dans l'approche. Oui, ouais, c'est vrai que nous on mais c'est un marketing qui est différent. Vieillissant, crado. Pas beau, on n'a pas envie d'en faire, c'est relou, il y a la moitié du pôle qui est payé pour absolument rien, mais ça reste du marketing, tu vois. Ouais, mais c'est des boîtes qui, quand elles cherchent de la croissance, parce qu'aujourd'hui, nous, on est beaucoup sur le modèle startup, scale-up, bah, tu sais, tu vas mettre des gros billets en market pour faire ton économie d'échelle et avoir un ROI, ROA, enfin bref, des trucs hyper pertinents. Là où à l'époque, le meilleur moyen de faire de la croissance, c'était bah, j'ai 2 commerciaux, je veux faire plus, je mets 4 commerciaux. Je veux faire plus, je mets 6 commerciaux. Tu sais, et en fait, j'ai bien aimé ta notion de linéaire, tu vois. Parce que c'est vraiment, si on devait représenter ça sur une courbe, là où le market, ça peut être exponentiel, tu vois. Mais il y a certains marchés qui s'y prêtent pas, c'est pas faux, mais c'est qu'ils l'ont pas encore expérimenté, pas assez mature. Mais de plus en plus quand même. Tu vois, hein, aujourd'hui, même bah sur oui. la culture et ainsi de suite. Enfin, de toute façon, ça passera pas sans ça. Et même les marchés qui ne l'ont pas expérimenté pendant un moment se sont fait disrupter par des boîtes qui, à l'inverse, en ont fait leur cheval de bataille. Par exemple, la banque. La banque, pourquoi ça n'a pas bougé pendant 40, 50, 60 ans? C'était des institutions, il y avait une énorme barrière à l'entrée, il fallait pouvoir ouvrir une banque, etc. C'est compliqué, il fallait un endroit en physique, etc. etc. Tous les agréments dont tu as besoin. Sauf que, forcément, les mecs, entre eux, ils vont pas innover. Ils sont sur un marché où il n'y a aucune barrière à l'entrée, donc il n'y a pas de problème. Pourquoi on commencerait à bouger? D'un coup, tu as les banques en ligne qui arrivent, et en 10 ans, 15 ans... Là, c'est pas pareil, Jules, parce que là, du coup, l'offre, elle est différente. Tu parles vraiment... Mais parce qu'ils sont arrivés avec un autre marketing. Je te prends un autre exemple. L'assurance, les assureurs, ils n'ont pas bougé pendant des années, ils ont fait un peu de publicité. T'as quoi? Alan qui arrive, ou d'un coup, attends, vous, c'est un truc sérieux, machin, en costard. Nous, ça va être une petite peluche, notre logo de l'assurance. Et c'est l'expérience client, c'est le produit, c'est le marketing. L'auto-école, les gars, le permis rapide, tous ces trucs-là. Ornicar. C'est les trucs là exactement. où... Ouais, bien sûr, sur ça, je suis d'accord. C'est des gens qui sont arrivés avec cette brique marketing sur des endroits qui étaient ultra vieillissants. Et d'un coup, ils ont mis un gros coup de pied dans la fourmilière, ce qui a poussé l'innovation derrière. Parce que si tu n'as pas de concurrence, en fait, tu n'as pas d'innovation. Qu'est-ce qui fait que l'école, on dit tout le temps l'école publique, machin, c'est de la merde, ça avance pas, etc. Ça va pas bouger, etc., etc. Prends une école il y a 150 ans.
ok ? Imagine-toi une salle de classe il y a 100 ans. Imagine-toi une salle de classe maintenant. C'est quoi ? C'est des élèves qui sont assis, qui lèvent la main pour parler. Ça n'a pas bougé. Tu prends 2 photos, c'est exactement la même chose. Maintenant, prends une voiture il y a 100 ans. Prends une voiture maintenant. Tu vois la différence ? Prends une voiture, prends un téléphone il y a 100 ans, il n'existait pas. Prends un téléphone maintenant. Pourquoi ? Parce que ça, c'est du privé. Donc, si tu n'innoves pas dans le privé, il y a des mecs qui vont le faire pour toi. Et il y a des mecs qui vont YouTube, School, tous ces trucs-là. Et qui vont te tuer. En fait, ils vont t'assassiner. C'est comme ça. Quand c'est du public et que par définition, tu as un monopole, il y aura toujours des gens dans l'école publique, etc. Donc ça ne te force pas à innover. C'est ça la vraie problématique en fait derrière, c'est d'avoir des secteurs qui sont tellement ancrés, qui sont tellement assis depuis longtemps ou détenus par des institutions, etc. que quelle raison on a à innover ? Le truc qui tourne, de toute façon, il y aura des gens. Tandis que tu prends BlackBerry, salut, on fait un téléphone, ok, nous on est Apple, tu dégages, allez. Il y a un cas particulier en ce moment, je sais pas si vous allez me rejoindre là-dessus, il y a le cas particulier de la SNCF en ce moment. Ça reste quand même, ils ont un monopole, ça reste du privé, et pour le coup, eux, ils ont un marketing qui est grave agressif. Là, franchement, j'ai pas noté le nombre de pubs SNCF que je me mange dans la gueule en ce moment, aussi. que ce soit sur Mais YouTube, ils sont mis en concurrence, Gus, hein. Non mais la SNCF, ils se battent pas. La SNCF, ils se battent pas avec les autres compagnies ferroviaires. Ils se battent avec le train, ils se battent avec Blablacar, l'avion. Ils se battent avec la voiture, avec l'avion, etc. C'est ça. Eux. Si t'as un meilleur et même sur leur marché, Jules. Hein. Même sur leur marché. Non mais là ils ont ouvert. Non mais attends, il y a le truc à l'Italia là. Moi la dernière fois, je voulais faire Marseille-Paris, la même ligne, les mêmes horaires, il y avait 10 minutes d'écart. Train italien, train français. Il y avait 50 € d'écart sur la ligne. Je partais de la même gare, le même temps, les mêmes trucs. Alors, enfin bref, c'est juste pour dire le monopole. Mais tout à l'heure, tu parlais de tout ce qui est en lien avec les assurances, etc. Comment il s'appelle là, le gars de Penny Lane qui est passé chez Kodak ? Je sais pas si tu l'as vu ça, Jules. Non. Il y a le gars de Penny Lane qui explique et qui dit en fait, au début, on voulait révolutionner la gestion de patrimoine avant de révolutionner l'expertise comptable. Ouais. Parce qu'en fait, il s'est dit, il faut s'attaquer à la compta française, c'est compliqué, c'est lourd. Donc, ça rejoint ce que tu dis. Beaucoup de structure, beaucoup de rigidité. Et il voulait s'attaquer aux gestions de patrimoine. Sauf que il a commencé à toucher de l'oseille et il s'est dit, on va créer une banque en ligne. La banque, les mecs leur ont dit, non, nous, on le fait pas. Pourquoi ? Parce que les riches sont des vieux. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, du coup, il n'y avait pas besoin d'aller matcher ce besoin-là. Et il lui dit, et si je veux faire un truc sur mon appli mobile, comment je fais ? Il dit, t'ouvres un compte Conto. Tu vois, comme ça. Et donc, le gars lui disait, il n'y a aucun gestionnaire de patrimoine qui aujourd'hui a la disponibilité en ligne, veut faire du marketing, mais parce que leur cible est encore vieille. Demain, quand tout ça disparaît, quand tous les papis-mamies sont décédés, on va se retrouver avec des riches qui veulent tout ça. La cible, elle est pas vieille parce que toutes les banques, le cheval de bataille aujourd'hui de toutes les banques, c'est d'aller chercher les jeunes parce qu'ils savent que un client qui est dans une banque quand il est jeune, c'est pour ça qu'ils disent ouvrez votre le crédit étudiant, le crédit étudiant, machin, parce que s'il te chope à la gorge à ce moment-là, tu sais que tu l'auras toute ta vie, ta banque, tu vas pas la changer. La probabilité d'aller changer de banque et ainsi de suite, c'est les conseillers en gestion de patrimoine, etc. Ils font beaucoup ça. Ça a été délaissé parce que tu as des trucs qui sont un peu vieillissants et que les mecs tournent depuis longtemps. Mais c'est simplement que le changement s'effectue, mais bon, les mecs, ils sont toujours, ils ont pas mis le réveil, quoi, c'est tout. Mais le changement s'effectue en un certain temps. Mais on s'éloigne un tout petit peu du market. Sujet. Ce qui est sûr, enfin. Oui et non. Ce qui est sûr, c'est que quand tu appelles pour des frais bancaires et que tu dis bonjour Revolut au téléphone, il y a 80% du travail qui est fait avec Revolut que si tu appelles bonjour. Crédit mutuel, crédit agricole. Ouais, ou non, mais même un truc qui est pas connu du tout, qui est pas connu, tu vois. Genre qui n'a pas de marketing et pas de connaissances, pas d'awareness, etc. Tu dis Revolut, 80% du taf, il est fait pour il est fait pour le sales. Parce que le mec connaît, ainsi de suite, le niveau de confiance est élevé, et basta. Et c'est Belfort qui avait théorisé ça sur les 3 niveaux de confiance, justement. Pour faire une vente, tu as besoin de 3 niveaux de confiance. 1, c'est confiance en la personne. Est-ce que quand on est en train de se parler, est-ce que tu me fais confiance ou est-ce que... C'est quoi, c'est de la relationnelle dans ces cas-là ? Il les a verbalisés comment ? C'est confiance relationnelle confiance interpersonnelle ou un truc comme ça. Interpersonnelle, ok. Quelque chose comme ça. Je dis très certainement une connerie, mais il me semble que... Non, mais c'est ça, Jules. Interpersonnel, c'est entre les personnes. Parce que, toi, quand on a un échange, est-ce que tu sens que je suis pas une raclure et ça va aller. Derrière, tu as la confiance institutionnelle, on va dire, c'est-à-dire en l'entreprise. Est-ce que quand tu le fais que, salut, moi je suis Jules, mais en plus, je suis d'Apple,
Forcément, il y a ce niveau de confiance qui est coché. Et le troisième niveau de confiance, c'est la confiance fonctionnelle au produit. Ok, t'es d'Apple. Est-ce que l'iPhone 16 a des bons retours? Est-ce que je peux faire confiance à cette typologie de produit, ou est-ce que c'est un peu de la merde? Et on voit que finalement, pour faire une vente, si on considère que c'est ces trois types de confiance, que la vente c'est de la confiance et qu'il y a ces trois types de confiance, t'en as déjà quasiment deux qui sont solutionnés par le marketing. Voilà. Ou derrière, toi t'as juste presque quasiment à pas faire de la merde, à te dire bon je suis le passe-plat. On parlait du commercial Coca qui est là, qui prend les commandes. Le commercial Coca, le mec il est là, t'en veux combien, ça marche, tu peux me mettre une petite animation au bout de rayon, allez, ouais, génial, on est parti. Mais Jules, quand tu coaches un sales, ton exemple il est trop bien, parce que moi je le prends dans l'autre sens. Tu sais, pour leur dire à quel point c'est important la vente, c'est de te dire on t'a pré-mâché le taf, et en gros moi je commence par il faut d'abord connaître la marque, l'enseigne, ensuite croire au produit et croire au vendeur à la fin, tu sais, qui est ton dernier canal. Donc est-ce que c'est plus important? Enfin, c'est trop dur de dire plus ou moins, tu vois, c'est même compliqué. Mais en gros, moi, quand je coach les gens, je leur dis, vous avez tout ça qui a été fait avant, vous n'avez pas le droit de rater la dernière étape, tu vois. Mais en même temps, elle est cruciale, parce que un mec, combien de fois, et je pense qu'on est tous témoins, on n'a pas fait une vente dans un magasin. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de pas aller acheter un ordi ou un téléphone dans un magasin parce que le mec, à cause du vendeur, ou tu sais, on m'a pas calculé ou pas attiré le truc. Je dis bon, c'est pas grave, des Fnac ou des Darty. Il y en a plein, on est sur du B2C, tu vois. Mais l'importance du gars, à ne pas l'enlever, parce qu'on est quand même tous les trois des sales. Oui, le market, c'est génial. Mais un bon vendeur, c'est quand même très stylé. Je prends un exemple, là, même sur la partie purement acquise. Vous avez donné l'exemple, parce que oui, j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé l'épisode que vous avez fait avec Jenny, où vous parlez aussi du fait que parfois même, s'il vous plaît, on prenait des rendez-vous, et ça pour le coup c'est vrai, Shakiro, on prenait des rendez-vous, donc là c'est considéré comme du marketing en quelque sorte, on prenait des rendez-vous pour des clients, et ils se pointaient pas derrière. Et en fait, l'idée c'est que tout marketing, toute étape qui a été faite avant, il faut absolument que ça puisse être valorisé par la vente et par la conversion derrière, sinon que tu fasses 1% ou 99%, la vente elle s'écroule en fait. Ouais, puis c'est des serveurs qui renversent l'assiette sur le client, alors que t'as des mecs qui bossent depuis 8h du matin pour préparer le truc. C'est exactement ça. Mais ouais, et puis après, il y a un truc, je trouve, chez les sales. On veut trop valoriser l'effort commercial. Tu sais, genre, en gros, une bonne vente, une vente qui a été dure, a plus de valeur que le truc, et on veut qu'il y ait machin, traitement d'objection, les skis des mecs qui veulent appliquer, ils veulent. Putain, moi, mon but, j'aurais dit, c'est juste de vendre. C'est de vous foutre dans des fauteuils. Et si demain vous devenez des passe-plats, je sais que vous êtes capable, parce que on revient de loin et qu'on a fait des trucs sur des propositions de valeur à mort moelleux, les mecs ils arrivent déjà ils comprennent rien à rien, tu vois, à ce qu'on fait. Mais je sais que vous êtes capable de ça. Mais si demain 80% de vos deals ils passent comme des lettres à la poste, parce que genre en mode vous avez presque pas d'effort à faire et que vous êtes dans des fauteuils parce que tout le marketing a été pré-mâché, c'est génial. Et j'ai eu l'exemple, je crois que je vous en avais parlé la dernière fois, d'un gars qui a été chez nous sur un nouveau produit, qui a fait une vente alors que c'était un très bon closer, qui est allé chez un concurrent, qui a closé après des 5-day challenge et ainsi de suite, où les mecs sont passés littéralement dans une machine à laver à 1200 tours avant de prendre l'appel avec la personne. Et il fait son premier mois genre à 70, 80 000 de closé. Ça s'explique parce que t'as différents types de profils commerciaux. T'as ceux qui vont vraiment kiffer la difficulté, kiffer la complexité de la vente, kiffer les cycles longs justement pour avoir ce mérite, ce côté égo en mode putain j'ai été le chercher, j'ai su faire ça, etc. Non mais ça dépend. Et tu vois, moi sincèrement, il y a des ventes que je kiffe où effectivement il y a du continuer à faire des discussions sur plusieurs mois, etc. Et il y en a d'autres où t'arrives, tu mets des chaussons, le gars il te dit j'ai l'impression de te connaître parce que ça fait 3 ans. T'es content, toi, dans ce truc-là. T'es fier quand t'as galéré, mais c'est normal. Le terme, c'est ça. C'est la notion de fierté. Parce que, tu vois, on est... Vas-y. Non, mais là, j'ai coaché un gars récemment qui vend une offre sales, tu vois. Donc, c'était intéressant. Il vend une offre en lien avec le sales. Et en fait, il me dit, moi, je viens de la vente complexe. Moi, tout ce que je fais, ça a été dur, ça a été long. Et on réécoute ses calls. Et je te jure que c'est vrai. Il se complexifie la vente tout seul. Je sais pas si l'expression elle est bien choisie. Et il me dit ouais mais je fais un R1 où juste j'apprends à connaître le gars, puis un R2 où peut-être je lui montre mon produit, puis un R3 où j'emmène le décisionnaire. Ouais. J'ai attends gars, écoute-moi bien. Là ton time to decision c'est 8 mois. Écoute on va faire un truc, tu me fais une bonne découverte.
une belle démo. Viens, on voit ce qui se passe comme ça. Ah ouais, ok, j'ai signé en 1 mois. Tu sais. Mais attends, mais mec, les gens complexifient aussi beaucoup. Et il y a ce truc de j'ai été grand compte, j'ai été machin. Et moi, je l'ai connu, mais en vrai de vrai, quand t'es sales, c'est comme, pour l'analogie un peu nulle, mais c'est comme au foot, tu vois. Un but, c'est un but. Tu sais que tu marques du pointu ou une retournée acrobatique. Un but, c'est un but. À FIFA, le fameux but, la passe centre. La passe de... Non mais ouais. Ça, la passe de périple. Mais mec, tu sais que moi quand je jouais avec mes potes, il y avait une règle de quand on est entre collègues, on la fait pas. Mais rien à faire. Tu sais, un but, c'est un but, tu vois. Mais juste pour dire en gros, mais ça au début, on a ce truc d'ego et de fierté de ouais, lui, j'ai été le chercher. Mais moi quand je prends des rendez-vous en cold call, quand je prends un rendez-vous sur un mec qui était pas le bon gars et il me renvoie vers quelqu'un d'autre, j'ai une fierté de me dire t'as plus de mérite que le enfin t'as plus pas de mérite, de fierté. Bien sûr. Juste le gars dit ouais carrément on prend le rendez-vous et limite t'es content mais tu passes vite à autre chose quand même. Mais en fait ce qui est vrai c'est qu'à la fin sur le tableau des leads de ta cliente c'est un rendez-vous. C'est 2 rendez-vous je suis entièrement d'accord mais c'est plus pour toi la satisfaction personnelle. Mais je suis Anyway, le marketing c'est important. Marketing c'est important. C'est la vie. On va manger 5 fruits et légumes par jour. En soi, on est plutôt d'accord, alors que pour le coup, on est 3 à vous dire ça. On est 3 sales d'affection, on va dire, et de naissance. Et effectivement, l'impact du marketing, franchement, quand on a vendu pour des boîtes avec ou sans market et ainsi de suite. Et donc ça, mort. Si vous devez choisir, si on peut aussi donner une leçon derrière, quand vous choisissez soit un partenaire si vous êtes closer, soit une boîte quand vous êtes sales et ainsi de suite, réfléchissez, c'est vraiment génial d'arriver dans des boîtes qui sont en train de se faire. Et moi, j'ai toujours fait ça et je trouvais ça ultra formateur. Par contre, dites-vous bien que ça va pas être exactement la même chose que si vous allez dans une boîte où il y a une grosse brand, où il y a déjà tout qui est fait, et vous allez peut-être être un peu plus dans des chaussons, effectivement, que si vous démarrez, que vous devez y aller avec votre bite et votre couteau. Donc, important de garder ça en tête quand vous allez choisir une boîte. On clôture sur le débat, le plat, on passe au dessert. Le dessert. Gourou, Jed. Tu nous as parlé. Gourou Jed. J'aime bien que tu m'appelles comme ça. Gourou Jed, ouais. Ouais, les gars, je vais vous parler d'un film. Donc l'épisode, je sais pas trop quand il va sortir, mais ce sera quand même dans l'actu. Donc là, on est dans 3 semaines. Ouais. Ok, là on est le 28 janvier. Hier, j'ai eu la chance d'aller voir en avant-première Gourou, le premier film réalisé par Pierre Ninet. Donc il est à la réal et il joue aussi dedans. Vous pouvez pas l'avoir manqué. Il a fait toutes les promos possibles et imaginables. Combini, Brut, Mouloud, où tu veux, Popcorn, il a été. Il a tout fait. Ouais, il a fait Popcorn. Il a fait Popcorn. Il a fait un petit bac sur Popcorn que j'ai regardé. Voilà, pour vous dire le niveau. Et en fait, juste pour parler de la promesse du film, on suit un coach en développement personnel français qui s'appelle Mathieu Vasseur, donc coach Matt. Et ce coach Matt va exploser sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les différents réseaux, sur du format long ou format vertical. Spoil pas. Hein. Et non, je spoil pas. Je spoil pas du tout. Et en fait, ce coach-là, la réalité, c'est que ce qui pose polémique, c'est les fameux séminaires. Vous savez, ces séminaires où il y a plein de gens qui viennent, qui payent très très cher, et il y a l'État qui s'en mêle. Est-ce que les coachs doivent avoir un diplôme? Et donc moi, les gars, au-delà du film, que je trouve parfois un peu simple dans son approche, parce que ça dénonce les coachs, ça dénonce les abus de faiblesse, parce qu'ils ont l'impression, et c'est du dev perso, hein, donc c'est particulier. Tu sais, c'est des gens qui jouent sur ah, ta maman elle est morte, ah, t'as vécu ce truc-là, trouve le feu sacré en toi. Bref, ce qui est perçu comme du gros bullshit par beaucoup de gens. Mais cela étant dit, je me suis posé la question moi du coaching, tu vois. Est-ce qu'il faut être ultra légitime? Est-ce qu'il faut être validé? Parce que c'est tout ça que ça pose comme question. Ils ont même parodié, et ça c'est pas un spoil puisque c'est dans la bande-annonce. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ils ont emmené les influenceurs TikTok au Sénat là, ou à l'Assemblée nationale pour savoir à quel point ils étaient pertinents ou pas. Et donc là, on voit les coachs passer devant l'État et en mode est-ce que tu es un bon coach, est-ce que tu n'es pas un bon coach? Ce film, tout le monde l'attend. Moi, je voulais savoir, messieurs, est-ce que le métier de coach doit être normé, soumis à conditions d'après vous? Et alors, surtout, est-ce que vous avez envie d'aller voir ce film? Alors, moi, il y a un truc qui va, je le sais, me casser les couilles dans ça. Ça va être coach, réel Instagram avec des ads. Tous les mecs qui font des publicités sur les ads sont des gourous. Donc, exactement. Je serai un gourou.
En gros, Ouais, mais dans l'esprit collectif mainstream de quelqu'un qui ne connaît pas l'entrepreneuriat, ça va être ça le truc. Alors que j'ai rien à foutre, j'ai jamais lu un livre en développement personnel. Alors que tu vas être entrepreneur. Et donc, il va y avoir un espèce de truc entre entrepreneur, coach, gourou, machin. Et donc, il va y avoir quelque chose qui, je sens, va déjà, moi, me déranger dans le truc, mais pas me déranger dans le traitement, finalement, du film, mais dans la manière dont ça va être perçu, tu vois, par les gens. Et c'est pour ça, là, tu vois, je joue le jeu à faire des YouTube ads et tout. C'est hors de question que j'aille sur Meta. J'ai pas envie, tu vois. C'est pour ça que maintenant, on prend des acteurs pour tourner sur Meta et tout, parce que moi, je sais que j'ai pas envie. Ça me fait déjà chier qu'il y ait des potes, des gens qui voient ma gueule, machin. Et c'est les associations qui sont qui sont faites, en fait, par rapport à ça. Donc ça, déjà, ça me dérange, tu vois. Parce que je le vois gros comme une maison, le bordel. les mecs, tu sais que je te coupe juste. Moi, j'ai reçu des messages parce que j'ai mis en story que j'allais voir le film et j'ai reçu en message. Moi, je suis coach sales. J'apprends aux gens à vendre, ni à mieux te sentir, ni à surmonter le décès de ta mère. Genre, j'ai fait une école de commerce, ça vaut ce que ça vaut. J'ai travaillé 10 ans dans la vente. Bref, il y a un mec qui m'a écrit. Je te jure, c'est un pote Léo qui m'a écrit. Mec, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai direct pensé à toi. Tu vois, alors que j'ai littéralement 300 abonnés sur Instagram, que j'ai une petite chaîne YouTube, mais tu sais, tu prodigues des conseils, tu crées un truc. Et mais mec, c'est trop dur. Tu sais moi, en fait, c'est ça qui me rend fou. Et que j'ai un autre truc, tu vois, sur Insta maintenant qui est plus la musique, le truc, etc. Et c'est deux mondes qui se parlent pas du tout, tu vois, mais vraiment pas du tout. Et donc je sais que dans mes potes, dans mes trucs, dans ma vie, tout le monde qui me connaît, tout le monde sait que j'en ai rien à carrer de ces histoires-là. Et pour moi, il y a deux trucs. Au contraire, justement, moi je veux le moins possible avoir ce truc-là. Et il y a qu'à suivre 3 contenus qu'on fait pour voir que si vous voulez du développement personnel, c'est peut-être pas là. Non, c'est pas le but, Et donc, il y a pour moi les coachs en compétences, les mecs qui apprennent des choses aux gens. Et il y a les formateurs. Ouais, formateur. Ouais, mais non, mais c'est pour mettre les mots, tu vois. Peu importe. Ça peut être un expert, un consultant, machin, etc. Même si c'est des notions qui sont pas tout à fait les mêmes, mais tu vas apprendre à quelqu'un à faire quelque chose. Et après, il y a les coachs, comme on l'entend, qui vont partir sur l'humain, l'existant, qui n'est pas là pour apprendre une compétence, sauf qu'on va te dire que oui, mais la compréhension de soi est une compétence, machin, etc. J'en ai rien à foutre. Allez-y à gueuler en commentaire, j'en ai rien à branler. Il y a une compétence fabriquée, compétence faire quelque chose ou apprendre un skills. Le coaching, comme on l'entend, c'est différent. Moi, là où ça va me déranger, c'est effectivement si c'est uniquement pour vendre aux gens que ça va leur permettre de se sentir mieux. Alors, ça dépend. Le film est ultra critique sur le coaching. Moi, je suis plutôt partisan du truc de si un truc, t'as l'impression que ça te fait sentir mieux. On sait que même dans la médecine, le placebo, c'est un truc qui est très largement utilisé. Le fait de prendre quelque chose, juste tu prends un Doliprane, t'avais mal à la tête, et l'effet placebo est quelque chose de réel. Et que une partie de tes mots MAUX peuvent se soigner en fait juste par rapport à comment tu vas te sentir, par rapport à l'état d'esprit et ainsi de suite. Peu importe si on te délivre quelque chose et que toi, ça t'a fait du bien, je suis pas là pour juger quoi que ce soit. Maintenant, les dérives sectaires, et le film s'appelle Gourou, qui peut y avoir justement sur ces parties-là, effectivement, ça va me déranger. Effectivement, quand tu vas déplumer quelqu'un et que tu vas lui expliquer qu'il va faire de l'argent, il va se sortir de la merde par juste l'état d'esprit, le truc, non, c'est complètement faux. L'état d'esprit, le truc, etc., c'est rien. On a charbonné en silence avant qu'on voit nos gueules. On a charbonné pendant 10 ans en silence avant qu'on commence à voir nos gueules. Et donc, sur ta question, est-ce qu'il faut des certifications ? Qui va certifier ? L'État. Mais il va certifier quoi ? Comme un diplôme ? J'ai commencé à apprendre. J'ai commencé à apprendre la vente quand j'ai arrêté les études, moi. Donc, le seul truc que j'ai de certifié, c'est que j'ai un master. Ok, génial, c'est le truc qui m'a le moins appris. Donc en fait. Attends, mais tu sais que moi j'ai un master en marketing et j'ai osé dans le débat d'avant te dire que je n'y connais rien en marketing. Je sais pas si tu imagines. Oui, non, mais c'est pour ça même, j'ai des trucs. Et le gourou aussi, Jules, un truc qui était assez fou. Moi, je suis allé le voir avec ma copine et il y avait toutes les étapes. En fait, c'était quand même bien documenté avec, on voit des closers, tu vois. C'était hyper intéressant dans le film. On voit les gens qui appellent et tu vois, ils font une vraie qualif, tu vois, une vraie découverte. Ok, c'est quoi tes traumas à toi, machin et tout. L'autre lui dit ma mère est morte, machin. Et en fait, tu vois dans l'oreillette,
mais exactement comme le reportage de Tony Robbins, I'm Not Your Guru sur Netflix. Je sais pas si t'as regardé. Oui, et qui date un peu maintenant. Mais Ouais, il date de ouf. Mais tu sais, on le voit avec l'oreille. Ouais. Mec, c'est une parodie de Tony Robbins, le film. il l'a Et dit, en hein. gros, Il a dit qu'il Ouais. avait bouffé des trucs de Tony Robbins et tout. Every moment of your life, you're answering 3 questions. Jot them down. What are you going to focus on? Et en vrai de vrai, par contre, Pierre Ninet est incroyable dans le film, dans le sens où moi je sentais toute la salle, vraiment tu le sentais se moquer, des phrases et tout. Et moi, à premier degré, mais après parce que c'est un peu ma perso, je me disais, mais mec, si ça aide le gars à se sentir bien, à être mieux, tu vois ce que je veux dire? Et après, Ouais. bien sûr, et en fait, moi ce qui m'a vénère de ouf, c'est que je me suis mis à la place de ce coach parce que c'est un petit mec qui a fait plein de vidéos sur les réseaux, qui veut se développer. Je dis, ah ouais, ok, trop cool et tout. Et à la fin, tu vois qu'il fait les mauvais choix. Et donc moi, et je te souhaite d'avoir le même truc, c'est de se dire, mais moi, si j'étais à ta place, là, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas fait ça. C'est là où le film, moi, je trouve décevant. Tu sais, dans le sens où le mec, dès que ça crache, il fait des dingueries, tu vois, absolues. Ouais. Alors que toi, Skelesia, demain, tu peux avoir des hauts, des bas, tu vas pas te mettre à aller arnaquer le moindre de tes clients, à lui sucer le sang. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr, mais surtout, en fait, le truc, c'est que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, quand tu compares ce qu'on fait aujourd'hui, c'est juste, il y a des gens qui disent que soit tu fabriques de tes mains, tu fais quelque chose, ou alors tu es dans des métiers traditionnels, et tout ce qui est nébuleux un peu dans le tertiaire, dans le marketing, la vente, etc., en gros, on fait tous la même chose, et c'est très bien. En gros, c'est comme ça. Et donc, il y a une espèce de micmac qui est fait, tu vois, une espèce d'association d'idées, alors que, faut savoir que ça n'est même pas, enfin, c'est comme si je te disais un boulanger et un pêcheur. Genre vraiment, Ouais. Puis off. Mais n'a du coup, rien tiens, à voir. je te lance quand même sur un sujet peut-être un peu touchy, parce qu'on a un chouïa de temps. Je sais pas si je regarde l'heure vite fait, mais on a un chouïa de temps. on en a jamais parlé du Gus, hein, mais qui a disparu littéralement de. Disappear. Non, mais on l'embrasse. Avant, il faisait pas d'épisode. Là, il fait un demi-épisode. Donc, c'est déjà très il bien. nous regarde de là-haut, Il mon nous Gus. regarde de là-haut. C'était Chapeau un l'artiste. sacré artiste. Et juste, qu'est-ce que tu penses des mecs du marketing, d'Internet, qu'on connaît, qu'on côtoie, ou pas, de loin, tu vois, qui sont des figures, et qui ont cette posture-là de gourou? Je pense à Hormozy, tu vois. Do so much work, it would be unreasonable for you not to be successful. Hormozy, lui, je suis convaincu que dans sa tête, c'est pas un gourou. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a tout un truc autour de lui, et des gens qui sont fans. Et maintenant, j'ai des gens en Mais coaching. c'est quoi un gourou? Non mais attends. Parce que Ah bah, c'est je vais quoi un regarder gourou? sur Internet Parce la que définition. Un gourou, si c'est quelqu'un qui est suivi par des personnes et où il y a des personnes qui croient en ses Gourou, idées. je crois qu'il y a un côté sectaire dans le côté gourou. Gourou, Ça, c'est maître spirituel, tu vois. Qu'est-ce qu'un gourou? Maître spirituel hindou autour de qui sont groupés des disciples. Donc tu vois, il y a quand même le côté de disciple. Oui, mais- Personne qui dirige une secte en deux. d'accord. Qui choisit en fait le fait de dire Hormozy c'est un gourou ou pas? Hormozy il fait du contenu gratuit Ouais. sur internet où il y a des gens qui suivent. Les mecs qui Hormozy il parle à qui? Il parle à des entrepreneurs qui font déjà des centaines de milliers d'euros par an, d'accord? 100%. Et il prend des parts dans des entreprises. En gros. Après, il vend des produits, il vend des livres, il vend des trucs, etc. Je suis pas sûr que. Est-ce que, en fait, c'est une attribution qu'on te fait parce que t'atteins un certain niveau de visibilité et donc on considère que t'es un gourou? Ou est-ce que c'est ce que tu dis et ton contenu qui fait que t'es un gourou? Parce que Non, moi je pense que c'est vraiment le dit... format plus que le fond, si tu veux savoir. Parce qu'un mec qui dit les mêmes choses qu'Hormozy mais qui est suivi par deux pélos, du coup c'est pas un gourou. Pour autant il a le même parce qu'il- comportement. Donc Eh est-ce ben, que mais c'est tu un vois- comportement ou les conséquences de ton comportement? C'est hyper intéressant. En vrai, c'est presque philosophique ce que tu dis parce que dans le film, on voit un truc, c'est que les gens qui le suivent veulent devenir des coachs maths. Ouais. C'est, il y a ce truc, ah bah moi on m'a aidé, je veux aider les gens. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ça c'est hyper intéressant parce que nous on en connaît, enfin moi je connais des gens que j'ai coachés en sales ou en cold call, je te jure que c'est vrai. Hein. Et 3 mois après, je voyais écrit coach cold call sur LinkedIn par exemple. Mais, ça- Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, là où ça fait gourou, c'est que ça crée ce système de derrière, tu as des mini-moi qui vont spread le truc, qui vont faire. Bref, on s'en Mais- fiche. Tout ça pour dire, allez voir le film, quoi. Moi, et Pierre Ninet est incroyable dans le film. Moi, quand Pierre Ninet, il a envie d'aller aux US, qu'il a une envie de s'étendre, moi, je me suis ultra reconnu dans son truc. Et pour autant, je suis gourou de personne, tu vois. Je suis juste, ma femme en sortant m'a dit, toi, t'es un grand gourou, t'es un kangourou, frère. Ah Elle dit, ça s'arrête là, tu vois. Donc, un truc. Mais par contre, pour toute personne qui fait de l'accompagnement, ce film
vous fait quelque chose. Vraiment, moi je l'ai regardé, j'étais, tu vois. Moi, en fait, c'est vraiment l'interprétation qu'il va y en avoir derrière parce que, en fait, c'est vraiment un truc qui me dégoûte. Les gens qui vont faire ces trucs-là, tu vois, qui vont. Pour moi, les gourous, il y a un côté utiliser la faiblesse des gens et donc aller. Ouais, bah il y a ça dans le film. Et donc aller. Espèce de transition un peu malsaine, tu vois, de vendre un monde avant-après, etc. Ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, on accompagne des entreprises, on les aide, on parle à des gens qui sont 100% lucides, qui sont pas dans des moments de flou ou quoi que ce soit. Et c'est absolument pas notre message. Et donc, je pense, dans le gourou, pour revenir aussi à la définition, si on peut rajouter quelque chose, c'est quel est le message et quelle est l'intention aussi du message. Et mais lui, il a la bonne intention, le mec. Hein. Tu vois, dans le film, non, mais tu vois ce que je veux dire? Oui. Genre, il a l'air d'y croire de fou, enfin, tu vois. Oui, mais t'es quand même basé au départ sur des traumas, tu vois. Oui, la différence quand tu vends à, par exemple, quelqu'un à un mineur ou à un majeur, tu vois, même si tu vends la même chose, ce qui va différencier la vente légale de l'arnaque, c'est simplement l'âge de la personne, c'est pas ce que tu vends. Ouais. Que je veux te mais dire, même en droit, il y a ça. Hein. Voilà. Enfin, le droit légifère ça. Exactement. Ce que je veux te dire par là, du coup, quelle est la différence entre quand tu vends quelqu'un qui est complètement lucide, en pleine conscience de ce qu'il est en train de faire, et quelqu'un qui est dans une tourmente absolue. Et donc, on sait qu'il y a quand même un terreau, un moment fertile sur les gens qui vont être attirés par les vrais gourous. Et moi, il est là le problème. Mais par contre, à aucun moment, j'ai envie qu'il y ait une quelconque association avec des gens qui sont des entrepreneurs, mais qui n'ont rien à voir. Les entrepreneurs, c'est des mecs qui font avancer les trucs et qui bossent et terminé, point barre. Tu vois. Et en même temps, la vente est ultra émotionnelle, Jules. Tu sais, le côté. Tu sais, parce que quand on dit jouer sur les pains, sur les douleurs, nous, on parle d'une entreprise qui fait pas de croissance, qui rame avec ses ads. Je dis n'importe quoi, hein, tu vois. Mais je dis juste que c'est une question de curseur, tu vois. Et que. Enfin bref, vous irez voir le film. Moi, j'ai quand même passé un bon moment. Hein, si ça permet d'aider les gens, moi je pense qu'il y a plein de gens qui sont aidés aussi par ce truc-là. Tu sais moi on m'a invité, j'y suis pas allé, mais on m'a invité là pour juin ou juillet. J'ai un mec que j'estime et que j'apprécie beaucoup, qui a fait un séminaire d'un gars, je crois qu'il s'appelle Franck Nicolas. C'est genre dev perso top en France, tu vois, avec David Laroche, tu vois. Ouais. Et en fait, il me dit j'y suis allé un peu sceptique, puis j'ai levé les mains, puis j'ai crié, j'ai pris de l'énergie. Tu sais, genre, j'étais là en mode, ouais, qu'est-ce que tu me racontes? Et en gros, il me dit, je peux te convier au truc et tout. Je dis, merci gars, mais pas trop mon dos, tu vois, des mecs qui se tapent dans les mains et tout, ouais, c'est pas mon délire. Mais, tu vois, pour te dire, des gens ultra sains d'esprit, des mecs qui font des 10-20K par mois, sont aussi ciblés par ces trucs-là, tu vois. Ouais, mais encore une fois, je pense que c'est un truc, t'adhères pas, tu vois, et bon, si ça te parle, c'est tant mieux. Mais ouais, enfin, derrière, quelle va être, tu vois, la différence avec des personnes qui sont... En fait, je pense que c'est juste une raison. On le met comme ça, mais c'est un prétexte où il y a des gens qui ont besoin d'une raison pour vivre, pour machin, tu vois, t'en as où ça va être ça, ils vont avoir besoin de ce truc-là, il y en a qui vont avoir besoin de la religion, il y en a qui vont avoir d'autres addictions, d'autres trucs, tu vois, qui vont être... Qui vont leur permettre, leur donner une impression d'exister, tu vois, ou d'avoir un besoin, voilà, de vivre, une raison, un truc. Il y en a, je pense que c'est en partie ce truc-là, voilà, et qui est exploité derrière de la mauvaise manière, ce qui est dérangeant comparé à d'autres trucs que je viens de citer. C'est le côté monétaire et financier, et c'est ce qui dérange finalement. Ah bah, tu sais, aller faire un crédit pour truc, machin, bidule. Ouais. Mais bon, bref. Donc voilà, mais alors sur la certification, moi, les certifications, ça veut rien dire, les trucs. C'est là où moi aussi, ça m'a vénère, tu vois. Mais il y avait un côté, tu sais, très France Inter, bien pensance. Est-ce que, en fait, il faut pas une fac de psycho et de neurologie pour être capable de dire que votre cerveau est plus performant le matin? Enfin, tu sais, parce que le gars, il disait, la dopamine, etc., etc. Et elle lui dit, mais vous êtes médecin pour parler de ça? Tu sais, elle le prend comme ça, la sénatrice. Et lui, il lui dit, non mais attendez. Et en fait, même moi, je me suis posé la question, j'ai pas un diplôme de vente, j'ai un master d'école de commerce, donc c'est ultra reconnu ce que tu veux. Mais en fait, c'est ce que tu as appris avant. Et puis, je suis pas sûr qu'un mec en fac de psycho soit un meilleur coach en dev perso que Tony Robbins. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais un mec, par exemple, qui a fait 10 ans de sport de haut niveau, un athlète de très haut niveau, qui a fait pendant 15 ans, et qui derrière, le mec a été coaché, a eu une vraie expérience de vie et ainsi de suite, et qui demain va justement
pouvoir accompagner lui-même, être coach aussi d'autres personnes de haut niveau. On va lui dire quoi? Non, mais toi, tu vas repasser par la case départ si tu veux faire coach. Parce qu'en fait, je t'explique, là, il y a un mec, qui a 22 ans, qui lui a une formation en coaching qui va t'expliquer la vie. Il a 22 ans. Toi, tu as fait 15 ans de sport de haut niveau, mais repasse là-bas, va me voir. Mais tu sais que c'est ce qu'il y a dans le foot, hein, par exemple. Hein. Les entraîneurs de foot, ils doivent passer des certifs comme ça. Oui, mais c'est des trucs. Écoute, je vais te dire un truc qui est aberrant. J'ai un pote qui est coiffeur. Là, c'est personnel, j'aime beaucoup. Non, mais j'ai un pote qui est coiffeur et son frère est tatoueur. Ok? Fait 10 ans. Mon pote qui est coiffeur a passé son CAP en candidat libre. Il l'a fait tard. Il s'est mis à la coiffure vraiment tard dans sa vie par rapport aux gens qui se mettent à la coiffure. Genre, je sais pas, il devait avoir 27 ans, 28 ans, tu vois. Et donc, il a fait ça, machin, CAP candidat libre. Ensuite, tu as 2 ans où tu dois bosser dans un salon pour pouvoir avoir ton brevet. Et pour pouvoir ouvrir un salon de coiffure, il faut que tu fasses 2 ans et que tu aies un brevet professionnel et donc que tu aies déjà eu 2 ans d'expérience. Son frère, tatoueur, pour avoir un salon de tatouage, c'est une formation à l'époque, je crois que c'était 2 semaines ou 1 mois à l'hygiène. Et tu peux ouvrir un salon de tatouage. Il me semble quand même que c'est peut-être moins grave et moins dangereux de louper un dégradé que de louper un tatouage que tu vas faire sur un gars, tu vois. Pourtant, il y a un truc où il te faut une certification, 2 ans, machin. Le mec, ça fait 5 ans qu'il coupe des cheveux à droite, à gauche et qu'il fait des trucs, tu vois. Et on va lui casser les couilles pour ouvrir un salon parce que non, t'aurais pas forcément le niveau, il faut que t'attendes 2 ans, etc. De l'autre côté, t'en as un qui est tatoueur, mais c'est pas de problème pour lui, c'est juste pour te dire le niveau d'incohérence. Mais ça s'appelle c'est 2 poids, 2 mesures, et c'est surtout, il y a une économie derrière que l'État essaie de contrôler de ouf, qui est l'économie, tu vois, de la coiffure, qui représente un truc, je pense, 100 000 fois plus gros que le truc du tatou, ou tu vois, un truc un peu récent, quoi. Ouais. Mais ok, bref, c'est l'heure de ton petit coup de gueule, Hermano. Allez. On passe au tour de poivre de la semaine. Vous allez voir qui va quand même se transformer et s'adoucir. Je vais m'adoucir petit à petit. Vendredi, je reçois un appel d'une pote. C'est exceptionnel. Qui me dit... Ouais, il y a un gars à toi qui m'a appelé, il me parle de conférence, du groupe WhatsApp, un challenge, etc. Suite au groupe WhatsApp. Je dis, attends. Il y a un gars, elle me dit, et c'était vraiment giga bancal et tout. Je dis, attends, comment ça Je dis, parce que je pense que s'il y a un gars à moi qui t'aurait appelé, t'aurais compris ce qu'il voulait, tu vois. Je connais le niveau des mecs et c'est pas, elle me dit, ouais, un mec avec une petite voix, pas clair. Je dis, voilà, attends, non, chelou. Et il n'y a aucune personne qui appelle les gens du groupe WhatsApp. Dans le doute, je vais quand même envoyer un message à Gus. Je dis, les gars, il n'y a pas quelqu'un qui aurait mis un SDR sur une mission nébuleuse dans laquelle j'aurais pas connaissance sur mon groupe WhatsApp. Et hasard de folie, on cite pas, mais il y a le prénom d'un mec chez nous, parce que moi je fais partie de l'équipe donc je sais, qui a le même blaze que ce mec, que l'imposteur en question. Bon, moi je partais, dis-toi, j'étais à l'aéroport, je partais pour aller faire la conférence, etc. Machin, bon. J'ai ok, passons, je dis à Gus, ok, chelou l'histoire. Samedi se passe, dimanche matin, je me réveille chez moi, j'ai fait l'aller-retour, conférence, machin, je m'étire, je suis bien et tout. Je reçois un message de quelqu'un qui me dit « Ouais, salut Jules, je viens d'avoir quelqu'un de ton équipe qui m'a appelé. Dimanche matin, voilà, je sais pas si t'es au courant de ses pratiques. Moi, je suis en famille, je lui dis qu'on se rappellerait plus tard parce que, voilà et tout. » Là, je dis « Oh, là, ça, c'est sûr que c'est pas nous. Il n'y a plus de sujet. Autant je pouvais avoir un doute sur le truc, pas possible. » Ma pote m'avait donné le numéro du gars et j'en avais pour le moment rien fait. Et là, j'ai Basile qui m'envoie dans la foulée. Exceptionnel. Donc le mec a appelé des anciens. Mais t'imagines, Basile. Et donc il me dit, j'ai un gars à toi qui m'a appelé. Et donc là, le message est tellement pas clair du mec et le pitch est tellement pas clair que tout le monde croit qu'il est de l'équipe. Et là, ça commence à me poser problème parce que je commence à recevoir des messages de gens qui me disent, attends, je me fais appeler par des gens de ton équipe, machin, c'est dimanche, c'est pas possible et tout. Je décroche mon téléphone, ni une ni deux. Je sors du lit. Je suis là, j'appelle le numéro. Je dis ouais, gars, t'es qui? Genre, je dis qu'est-ce que tu fais? Ah non, on passe 15 minutes au téléphone. Une histoire lunaire. Je lui dis non mais donc là, il y a plus de Skelésia.
tu es en train de voler des numéros dans un groupe privé, tu es en train de voler, tu es en train d'appeler des gens sur un perso un dimanche, tu fais que des trucs où t'as pas le droit de faire, déjà moralement et légalement. Donc, et le mec dit j'arrête de les appeler le dimanche. Oui, non mais du coup, ça c'est tu dis, surréaliste. tu ne cites plus mon nom, tu ne cites plus Skelezia et tu arrêtes d'appeler les gens le dimanche. Ouais. Et le mec il dit mais je peux les appeler le samedi du coup. Ouais, Je dis mais j'en ai rien à branler, tu ça. fais ce que tu veux toi de quand t'appelles les gens. Simplement, tu t'appelles pas les gens qui sont dans ce groupe, t'appelles pas les gens, tu cites pas mon nom, etc., etc., etc. Je Le pense mongol du village, à ce moment-là avoir été relativement clair quand même dans mes propos. Lundi. Ah, il y a eu une suite, j'ai pas. Ah mais il y a une suite de fou. Donc je pense que okay, j'ai pas. donc moi le lendemain, lundi matin, je me réveille et je fais une vidéo sur le groupe WhatsApp en disant l'individu a été interpellé, nous avons neutralisé. Si vous avez reçu un appel de quelqu'un qui se présente comme quelqu'un de Skelezia, ça n'est pas nous, sachez-le. L'histoire est assez folle, mais l'individu est maîtrisé. Et là, je reçois le lundi, par rapport à cette vidéo, ouais, salut Jules, je rebondis sur ta vidéo, j'ai quelqu'un qui vient de m'appeler et le mec, quand ça répondait pas, envoyait un message en disant le truc, etc., etc. Lundi, je me rends fou. Je suis là en mode, mais attends, le mec est en train de se foutre de ma gueule, c'est pas possible, c'est un truc de fou. Donc le mec a continué. Et là, ça continue, le mec appelle le soir, etc., etc. Les gens est toujours avec le même discours. J'essaye de l'appeler 15 fois lundi, avec 2 numéros différents. Ça répond pas. Je mets Christian carrément, je tends des pièges parce qu'il a appelé quand même des sales à moi. Genre en mode, voilà. Il a eu Christian, mon associé, au téléphone. Je tends des pièges avec des gens de mon équipe qui le rappellent en mode, oui, vous m'avez appelé, etc. Bref, de là, je récupère, moi, le nom. Tu l'as sorti du groupe ? Le nom, oui, dès le vendredi, ça. Je récupère le nom, le prénom, le lycée dans lequel il était, l'endroit où il habite, le siège social de l'entreprise. Au début, il me dit, mais non, mais moi je bosse pour un concurrent et tout. C'est ce qu'il m'avait dit. Ça, j'ai entendu. Mais en fait, il bosse pas pour un concurrent. C'est sa boîte. C'est sa boîte. Et donc là, je me rends fou. Le mec ne me répond pas. Mardi, je recommence à recevoir encore des messages de personnes qui me disent, ouais, et tout. Le mec continue. Hier, je dis, allez, tu sais quoi, baroud d'honneur. J'essaye d'appeler et ça répond. Et là, me prend un coup de sang, forcément. Donc, ça, tu me l'enverras en off. Ouais, tout est enregistré. Donc là, ça commence à hausser un petit peu plus le ton, parce que gros foutage de gueule. Moi, il est en train de défoncer une brand qu'on bâtit. Enfin, tu galères, tu fais, tu bosses, machin, etc. En fait, il est en train de pourrir tout un travail que tu fais depuis des mois et des années, tu vois. Parce que les gens pensent que c'est toi. Et donc là, j'incendie un peu, tu vois. Je dis que de toute façon, ça va aller plus loin. Je dis que j'ai absolument tout, j'ai toutes les preuves, machin, de toute façon. Et ce qui est vrai. Et donc, je lui dis, écoute, ça continue. Moi, on va plus loin. Voilà, ça porte plainte. J'ai un truc à faire, machin. Je te dénonce de partout. Moi, j'ai aucun problème avec le truc parce que vraisemblablement, tu comprends pas le truc. Et le mec est super jeune. Genre, il va avoir 18 ans. Il va avoir 18 ans. Mais donc, j'hausse le ton sur un truc. Et en même temps, depuis le début, moi, je disais aussi, putain, bon, en même temps, je tourne le truc à un moment en mode, écoute, et en plus, ça m'énerve parce que je trouve ça bien que à 17 ans, tu sois dans ce truc de vouloir monter ta boîte, de faire ça, de faire de l'argent. Et je préfère très largement savoir des mecs de 17 ans qui sont en train de faire ça plutôt que d'aller tirer des chaînes dans la street à des vieilles pour faire de l'oseille. Mais c'est juste que t'es pas en train en fait, t'es pas en train de passer par la bonne porte, tu vois. Il me dit, ouais, mais moi, machin, Skelezia, etc., machin, j'ai pas de quoi me le payer et tout. Je dis, mais là, ça m'a fait beaucoup de peine aussi, tu vois, mais je lui dis, mais est-ce que tu penses vraiment que c'est comme ça que tu vas accéder, en fait, et que ça va donner envie ? Il y a des gens où il faut pas non plus, tu vois, faire ce truc-là. Tu vas pas gagner le respect des gens qui sont là depuis 5-10 ans, tu vois, en train de bosser de cette manière. Et donc, c'est très bien ce que tu es en train de faire, mais tu juste pas en train de passer par la bonne porte. Et mentir à mes... Ça, c'est une folie, j'avais pas la fin de l'histoire. Mentir à mes prospects, mentir à mon associé, me dire oui, machin, on arrête, et derrière, continuer, faire tout ça, etc. 1, c'est illégal. 2, c'est pas moral. Et 3, si t'as du respect pour moi, vu que t'es dans le groupe WhatsApp, vu que tu me suis, etc.,
je pense qu'il y a des manières de marquer son respect, tu vois, qui sont légèrement différentes que de faire ça. Parce que là, tu t'es foutu de ma gueule, etc., etc. Et donc, j'ai eu 20 minutes au téléphone. Ça a démarré par un énorme coup de sang et une foudre monstre. Et puis, ça redescend petit à petit où j'essaye quand même de faire passer un message derrière. Pédagogique. Ça me fait quand même de la peine. Où je dis, par contre, voilà, maintenant, tu vas envoyer des messages aux gens. Tu vas leur expliquer, parce qu'il a dû envoyer à des centaines de personnes des SMS en se faisant passer par quelqu'un de l'équipe de Skelezia. En disant la vérité, il avait même booké des rendez-vous avec des gens, en disant la vérité, que t'es pas de l'équipe de Skelezia, que t'es pas ça, et surtout, maintenant, c'est terminé. Le fichier, tu le supprimes, on arrête, tu vois, c'est du vol de données, ce que tu viens de faire, et donc voilà. Et donc, bon, le fait qu'il soit jeune, qu'il ait ça et tout, je mets ça sur une erreur de jeunesse, même s'il y a eu 2 fois le truc, parce que je l'appelle une première fois, et que la deuxième fois, ça recommence, il y a foutage de gueule et tout le truc. Voilà, l'histoire normalement se termine bien. J'ai dit tu m'envoies un message, tu as des questions. Après, j'en parlais même avec Christian quand je lui ai envoyé l'enregistrement du vocal. On était là, on va lui partager, je pense, une fois que tout ça sera fait, des ressources pour que lui Voilà, I like that. Ça, j'aime beaucoup. Aller faire son truc, etc. Parce que tu regardais son site, c'est que des faux témoignages, que des trucs. Il me dit ouais, mais j'ai pas de clients, etc. Je dis mais mec, tu vas avoir 18 ans. T'as la vie devant toi pour aller avoir des clients, pour faire des trucs. Commence pas par cette porte-là, je t'assure, tu vois. Parce que c'est pas la bonne. Toute histoire qui est basée sur des fondations bancales, mensonges, bref, malsaines, ne peut pas te donner une construction positive derrière. Si ce jeune écoute, en tout cas. Mais c'est hyper intéressant que tu dises ça. Moi, quand je faisais du closing pour Oussama Ammar, j'avais des gens qui venaient sur les calls en espérant voir Oussama, tu sais, et qui voulaient intégrer l'équipe. Ouais. Tu sais, et qui passaient par ce biais-là, qui étaient prêts à tout parce qu'il y avait un degré de « Ah, je veux avoir accès », sans parler du gourou, tu vois. Mais il y avait ce truc-là. Et en fait, ça veut juste dire que votre fame, elle se développe bien quand même, hein, au final. Tu vois, oui, toute cette histoire. Mais je savais pas que vous envoyiez des ads dans les classes de première et de terminale, par contre. Voilà. Quand tu commences à viser les grands comptes et que finalement, tu as des prépubères, le targeting, c'est qui, Michel? Tu vois. Oui, les mecs. Mais donc, je suis passé par des phases vraiment... parce que moi, et en vrai, c'est gaulerie quand même à la fin. Je m'en fous. Dans l'absolu, je m'en fous. Mais qu'on appelle les gens. Et ce qui est fou, c'est qu'au final, je lui ai dit, écoute, je connais les gens dans ce groupe. Ces gens me connaissent. T'as appelé mes potes, t'as appelé mes associés. T'as appelé mes gars, il a appelé Basile. T'as appelé d'anciens gars de chez moi, etc. Et donc, je lui ai dit... Arrête, ça sert à rien. Parce que je le sais. Et les gens, à la fin, d'un truc qui est relou pour eux, ont commencé à monter une espèce de petite ligue où ils m'envoyaient les skills. Ils disaient ouais, tiens, le mec m'a appelé et tout. J'ai un certain machin qui m'a appelé. Courage et tout, ça doit être trop relou, machin et tout. Là où j'avais moi peur qu'il fasse chier les gens ont commencé à se lier en fait derrière ça. Mais parce que tu as été honnête et que tu as communiqué en fait. Et voilà. Bref. Non, mais très très belle histoire. Voilà l'histoire, un peu longue, mais. Non, c'est exceptionnel. Ça juge, c'est exceptionnel. T'en fais un extrait, je te dis, c'est magnifico. Ouais, un podcast même. Hein. Ouais, non, t'en fais. Fais un épisode annexe. Ouais. Story time de Jules. La vraie question, c'est est-ce qu'on n'est pas mieux à deux finalement? Oh, on peut pas dire ça, le père Gus. Mais non, mais tu sais qu'en plus, ce que tu dis là, mec, c'est hyper intéressant parce que ça montre que vous courez. Enfin, ça fait des années que vous avez essayé de bâtir quelque chose. Et en fait, il y a cette fameuse phrase, c'est j'ai mis 10 ans à péter du jour au lendemain. Ouais. Mais en fait, une réputation, elle se brise en 1 minute, quoi. Ah, bah ça, c'est. Nous, je touche pas à ce truc-là. Et surtout, moi, sur l'expérience commerciale et sur ce que j'ai envie de délivrer aux gens et d'amener aux gens, c'est hors de question qu'il puisse se passer des trucs comme ça. Donc. Bon, voilà. Et puis tu vas être maître de ton image aussi tout le temps. C'est-à-dire que tu sais, il n'y a pas pire que quelqu'un qui parle à ta place et du coup qui transmet autre chose. Mais c'était trop intéressant parce que même ça fait réfléchir. C'est gaulerie, hein. En vrai, c'est gaulerie de fou. Moi, ça me tue de rire. Ça m'a fait beaucoup de peine. Tu sais que c'est fou. Hein. Oui, mais à la fin, en même temps, envie de lui arracher la tête. Et en même temps, il y avait quelque chose de touchant, tu vois. Mais c'est ton petit côté Pascal le grand frère, je te le dis. Ouais, sûrement. C'est Pascal Sautens. Je vais arriver chez lui, je vais retourner le plumard comme ça, tu sais. Ouais, à 4h, tu sais, version JAV. Allez, lève-toi.
Ouais, allez, Bon, boxe-moi, Michel. Donc Allez, voilà. let's go. On va se laisser là-dessus. C'était Poivre et Sales, épisode 6. Vous pouvez nous écouter partout. Pensez à vous abonner, pensez à liker. On vous laisse et on vous amène rapidement des nouvelles du Gus qui a disparu en plein épisode. À très vite. Il aura peut-être un nouvel appart au prochain épisode. Peut-être. Ciao.